Et voilà. Alors, le soir même, il y a eu un vrai problème. Moi, je me rappelle très bien que mon beau-père, par exemple, une personne de 72 ans, il n'a pas dormi la nuit. Pourquoi? Parce que ce régime-là, il continuait encore de la manipulation. Ça veut dire qu'à suite à son message, on a déjà loué 500 voitures de location, bourrées de gens qui travaillaient pour l'ancien régime. On a ramené une dizaine de personnes sur l'artère principale à Tunis. On a sorti les caméras pour les filmer. Alléluia, tout est libre, merci Monsieur le Président. Voilà, puis les klaxons partout dans les ruelles les rues de Tunis. Et là, beaucoup de monde se posaient des questions et se disent tiens, s'il arrive à diviser le pays en deux, c'est ce qu'il veut. Parce que diviser, c'est pour mieux régner. Donc, moi, mon beau-père, il n'a pas dormi parce qu'il a regardé ça sur la télé tunisienne. Il m'a dit ça y est, on a perdu la cause, on a perdu notre révolution. Ça veut dire que les gens, ils vont accepter ce qu'il a dit. Et malheureusement, on va attendre jusqu'à 2014, mais on sait très bien que les promesses ne seront pas tenues parce que les promesses ont été faites en 87, un fameux jour du 7 novembre, il les a fait aussi un 12 janvier 2011, mais on savait très bien que les a pas. Moi, ce soir-là, j'étais sur Twitter et je disais, voilà, j'utilisais toujours cette image, je disais, il ne faut pas arrêter, il ne faut pas baisser les bras parce que c'est comme un taureau qui est au milieu de l'arène et qui est blessé. Et il faut donner le coup final, parce que là, ça sentait le coup final, parce que ça veut dire que chaque jour avance, il recule. Nous, on avance, lui, il recule. Et donc, du coup, le coup final, il fallait qu'il arrive, parce qu'on ne peut pas faire tout ça, on ne peut pas avoir 280 pratiquement personnes mortes pour qu'ils nous disent, ok, encore des promesses et des promesses et des promesses. Arrêtons ça, et je dis, il faut continuer. On a continué, comme on a continué, le lendemain même, il y avait la plus grande manifestation à Tunis, dans les artères de Tunis. Tout le monde était là, et moi j'étais au travail. Il n'y a pas plus frustrant pour un Tunisien que d'être loin de son pays, et de voir tout ce qui se passe là-bas et de ne pas pouvoir y aller. Je peux vous le raconter parce que c'est vraiment frustrant. C'est une sensation que vous sentez au fond de vous-même, vous dites pourquoi je ne suis pas là? Parce que j'aurais aimé être là moi aussi. Surtout que ces gens-là, ils sont regroupés où? À l'artère principale de Tunis, l'équivalent des Champs-Élysées, l'avenue Habib Bourguiba, devant quoi? Devant le ministère de l'Intérieur. Ça veut dire qu'avant, il y a un mois, passer même devant le ministère de l'Intérieur sur le trottoir, c'était interdit. Ça veut dire que dès qu'on s'approchait, le ministère, il était sur l'artère principale, on vous dit, monsieur, comme ça, le policier, il ne vous parle même pas d'ailleurs, il vous dit comme ça. C'est-à-dire que tu dois comprendre qu'il faut que tu passes sur l'autre trottoir parce que c'est interdit. Alors imaginez que le 14 janvier, le matin, il y a 60 000 personnes devant le ministère de l'Intérieur regroupées et d'une manière propre. C'est ça ce qui est bien aussi, c'est que c'était d'une manière propre. Il n'y avait pas de casse, c'était des jeunes, c'était des mélangés, on ne voyait pas ni les voiles, ni les barbes, ni rien du tout. On voyait des gens, des jeunes, des diplômés, des avocats, c'était bien organisé, tout le monde était assis. Moi j'étais au travail, je voyais ça un peu sur les informations, sur les dépêches et tout ça, je crois que c'est le jour J. Je prends mon après-midi, je rentre chez moi parce que je ne peux pas ne pas regarder la télé. Je rentre chez moi à 14h, je regarde la télé, Al Jazeera, il n'y a pas autre chose. Je regarde, je mets la télé, je regarde, il y a vraiment 60 000 personnes, et puis cette image c'est de 60 000 personnes qui crient d'une seule voix, dégage. Ça veut dire qu'on arrive un jour à dire devant tout le monde, devant le ministère de l'Intérieur, dégage, ça veut dire qu'on est arrivé à franchir le mur de la peur, et ça y est, on a basculé vers maintenant, on s'en fout. Ils commençaient à le dire, après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont attaqué les gens. Et c'est ça qui nous a vraiment frustrés, ça veut dire que c'était une manifestation pacifiste, tout ça, mais à 16h, les gens ils étaient attaqués à coups de matraque, de bombes lacrymogènes et tout ça. Il y a eu des morts, il y a eu même le journaliste franco-belge, je crois, qui est mort sur place. Donc, le pouvoir, il sentait qu'il vacillait, que c'était la fin. Le pouvoir, bien sûr, c'est un pouvoir de mafieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il va choisir la solution la plus simple, c'est de s'enfuir. Donc, de se sauver très rapidement. Alors, vous imaginez qu'il y a des gens en Tunisie qui ont su qu'il est parti que le lendemain même. Pourquoi? Parce que lors de la manifestation a été à 16h, un couvre-feu a été décrété à 17h. Donc tous les gens qui sont retrouvés lors de la manifestation bloqués dans des immeubles, dans des hôtels, dans des petits immeubles et tout ça, dans l'artère principale, ils sont restés bloqués là-bas jusqu'à demain, le lendemain, 8h du matin, parce qu'il y avait le couvre-feu, ils ne pouvaient pas sortir.
et ils n'avaient pas l'information que le dictateur il est parti. Moi j'étais devant ma télé, je regardais, puis je regardais l'avion décoller, et je peux pas encore témoigner ce que j'ai senti à ce moment-là, ce que vous voyez, que quelqu'un qui vous a combattu, qui vous a détruit pendant des années, voir son avion décoller comme ça et dire qu'il n'en sera plus de retour, je crois que c'est une grande joie pour nous. Et c'est quelque chose qui est vraiment... c'est de l'émotion. Moi, je me rappelle que j'ai pleuré peut-être 2 ou 3 minutes de suite parce que c'est un ouf de soulagement énorme. Donc ça, c'est pour vous raconter un peu mon témoignage parce qu'il fallait le faire, parce que je sentais aussi que je devais aussi le faire, parce que ça me permettait aussi de dire comment je l'ai vécu de l'intérieur, comment ça s'est passé. Alors là, tout s'est déclenché, bon, nous on va parler du secteur économique, donc on ne va pas raconter toute notre vie. Tout s'est déclenché comment? Il s'est déclenché donc à travers c'est Mohamed Bouazizi, un 17 décembre, qui s'est vu confisquer son petit chariot de légumes et de fruits par un agent de la police municipale. Donc l'acte même où naît la révolution, c'est un acte économique. C'est-à-dire que le monsieur ne demandait rien du tout. Le monsieur, il avait son bac, bon, il avait son bac, mais il voulait juste vendre ses fruits et légumes. Et son rêve, c'était d'acquérir une petite camionnette pour s'agrandir. Donc c'est de l'économie, c'est avoir sa liberté d'entreprendre. Ça veut dire que je veux travailler. Non, on a venu confisquer sa balancelle électronique, je crois, ou normal, où on va confisquer la charrette, et puis voilà. Et puis derrière, ce qui suit, c'est qu'il voulait se plaindre, mais il se trouvait face à un mur. Un mur de quoi? Un mur d'officiels de régionaux et tout ça, qui ne répondaient pas. Donc corruption, donc tout ce qui suit derrière, c'est corruption, on ne vous entend pas, t'es qu'un petit minable du peuple, on s'en fout, nous on est là, on gagne en envie du système, donc va protester jusqu'à demain, tu peux rien faire. Lui, il a eu le courage, et son geste désespéré, c'est de s'immoler. Donc, c'est parti de là. C'est parti d'une liberté d'entreprendre. Ça veut dire que je veux travailler. J'ai un bac, bon, ça ne m'a pas permis d'aller travailler dans des bureaux, mais au moins j'ai ma petite charrette, laissez-moi travailler, c'est tout ce qu'il demande. Son capital, c'était quoi? C'était l'équivalent de 300 €. Ça veut dire que moi, lorsque j'ai entendu cette information, ça m'a bouleversé parce que je me dis, tiens, il y a des personnes qui sont donné la vie pour 300 €. 300 €, c'est l'équivalent d'un dîner, même pas l'entrée pas du dictateur, parce que le dictateur, son entrée pour manger, je pense que c'est pas bien, mais ça doit être l'entrée de l'un des petits responsables minables dans l'administration qui vient, qui avait du pouvoir. Donc ces 300 € là, le monsieur s'est donné la mort pour 300 €. Donc, alors pourquoi tout ça? Parce que tout le système, toute l'économie tunisienne, elle était basée sur quoi? C'était un petit gâteau, enfin un petit gâteau, la Tunisie elle n'est pas énorme. Nous on n'a pas de ressources pétrolières, on n'a pas de ressources de gaz, il y a le voisin libyen, le voisin algérien, eux ils vivent dans la gaz, pétrole, nous on a le tourisme, un peu d'huile d'olive, enfin un peu de textile, et les Tunisiens à l'étranger. Alors l'économie tunisienne elle était basée sur les 3 T, ils appellent ça les 3 T, donc textile, tourisme, Tunisien à l'étranger. Ça veut dire que une économie, elle est basée sur ce qu'envoie le Tunisien à l'étranger au pays, comme devise. Vous imaginez, donc c'est déjà pour dire que l'économie, elle est fragile, parce qu'elle est basée sur Elle est basée sur quoi? Sur le tourisme, quelque chose de saisonnier, quelque chose de fragile. Elle est basée sur quoi? Sur le textile. Le textile, on sait très bien que le textile, aujourd'hui, l'entreprise de textile, aujourd'hui, elle est à Tunis, demain, elle est à Bangladesh, c'est facilement, ça ne les dérange pas. Si le Tunisien va demander une augmentation de salaire, je changerai de demain pour aller à Bangladesh, au Pakistan. Ça ne me dérangerait pas. Donc toute l'économie, elle est fragile. Malgré que cette économie fragile et malgré cette économie pas très forte, il y avait un gâteau quand même qui était divisé par qui? Qui était divisé par des familles. Alors, ça commençait avec la famille Ben Ali lui-même. Alors Ben Ali, bien sûr, marié d'une... Il a 2 femmes. La première femme, 2 femmes pas en même temps, ne vous inquiétez pas. Première femme, 3 filles. Bien sûr, 3 filles, qui dit 3 filles mariées, donc 3 gendres. Bien sûr, 3 gendres, il faut leur donner quelque chose à manger. Voilà. Et puis après, deuxième mariage. Donc deuxième mariage, ça veut dire encore des enfants, ça veut dire des gendres aussi. Et puis il faut donner à manger à tout le monde. Donc il y a la famille Ben Ali.
et les gendres et la belle famille. Et puis la famille de Ben Ali, l'erreur de Ben Ali, c'est d'aller se marier avec sa femme Leïla. Pourquoi? Parce que cette femme-là, moi j'imagine très bien, si on fait un film sur Leïla Trab aussi, ça aurait un énorme... C'est une femme machiavélique, forte, intelligente malgré des apparences mais elle est vraiment très machiavélique. Donc cette femme-là, elle a aussi des frères et des sœurs à nourrir aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'économie tunisienne, on va la diviser en parts de gâteau, on va laisser 1% pour le peuple, et on va prendre le 99% pour nous. On gère l'entreprise Tunisie comme une entreprise familiale. Ça veut dire que nous, on est le conseil d'administration. Si on se réunit, c'est pour dire, tiens, il y a un secteur là qui est intéressant, on devrait le prendre. Donc l'économie tunisienne, elle était basée sur quoi? Sur tous les secteurs qui étaient innovants, intéressants, sources d'argent. Il faut que d'abord ça passe par la famille. Internet, non, Internet, il faut que ce soit pendant 10 ans. Pas de concurrence, il faut que ce soit consacré à la famille. Ça veut dire qu'avant, Internet, c'est on se connectait à 10 € la minute. Mais malgré ça, l'argent ira toujours à la famille. Qu'est-ce qu'il y a comme secteur? On va libéraliser le secteur du transport aérien. Première société qui va prendre bien sûr, qui va obtenir le lot, c'est une entreprise de la famille. Et voilà, on prend l'économie, on voit les secteurs et on pose une personne par secteur, comme ça ne pas créer, l'idée aussi, parce qu'un pouvoir de dictateur, il est intelligent aussi, c'est qu'on ne crée pas de friction entre personnes. Donc du coup, on donne un secteur par personne, comme ça il n'y a pas de friction entre eux. Ça veut dire que ce n'est pas la famille de, je sais pas, de Matri qui va s'opposer à la famille de Ben Ali. Donc pour ne pas avoir de problème, le jour où il y a eu un problème, il y a un gendre du président qui a une équipe de football en Tunisie, il y a un autre gendre qui voulait prendre une autre équipe de football, ils lui ont dit stop, touche pas, il faut pas de conflit. Ça veut dire que tu ne vas pas prendre l'autre équipe de football parce que ça créera des conflits. Il faut que chacun prenne un secteur. Tu veux de l'immobilier, on te donne l'immobilier. Alors même la friperie, même le commerce de temps, même le PV de stationnement, tout était... Ça veut dire que dès que tu sortes le matin, tu donnes de l'argent à la famille du président. Les radios, les télés, les opérateurs de télécommunications, ça veut dire que tout l'argent allait pour eux. Alors il y a 3 exemples édifiants de ce qui s'est passé en économie tunisienne qui vous montrent vraiment ce qui s'est passé. Le premier exemple, c'est l'exemple de la banque, privatisation de la Banque du Sud. La Banque du Sud, c'est une banque ancienne, très solide, elle était solide, et qui passait par des moments difficiles. Il y avait un actionnaire italien qui s'appelait la Banque Monte Paschi di Siena qui était là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? On va décider la privatisation de cette banque-là. Parce qu'il y avait la participation de l'État, et puis Monte Paschi di Siena voulait sortir depuis longtemps de la banque, mais ne trouvait pas d'acquéreur. Donc ce qui va se passer, c'est que la famille, le gendre du président, 27 ans, il va prendre un crédit de la banque même. Ça veut dire que je viens à une banque, je lui dis, vous me donnez 10 millions d'euros pour acheter votre capital. Bien sûr, vous me donnez 10 millions d'euros sans garantie. Bien sûr, les 10 millions d'euros sont donnés. Il va acheter les 30% du capital. Sauf que derrière, il y a un gros délit d'initié. Donc ceux qui travaillent sur le marché financier connaissent un peu le délit d'initié, c'est d'avoir une information privilégiée avant les autres de l'utiliser sur le marché financier. Cette délit d'initié-là, c'est quoi? C'est qu'ils savaient derrière qu'il y avait une banque qui allait acheter la participation de la banque italienne, qui est une banque, qui est une union entre une banque espagnole et une banque marocaine.